Alexandre, est-ce que tu veux me dire pourquoi le facteur humain et pourquoi est-il important aujourd'hui et qu'est-ce qui se profile? Bonjour à tous. Facteur humain, donc effectivement, université d'été, facteur humain en jeu dans toutes les transitions. En fait, il est important parce qu'il est oublié. Effectivement, j'entendais Stéphane tout à l'heure dire on parle beaucoup des molécules dans l'atmosphère, mais peut-être pas assez de ce qui fait qu'on s'y intéresse pas tant que ça, qui est le facteur humain, c'est-à-dire le décalage entre ce que l'on sait et la façon dont on se met en mouvement pour utiliser les informations et les connaissances que l'on a. Donc c'est ça le facteur humain, c'est l'ensemble des mécanismes entre ce que l'on sait, ce que l'on perçoit et la façon dont on se met en mouvement, en action pour faire évoluer les choses qui ont besoin d'évoluer. Donc, on est tous à peu près conscients que l'humain et donc le facteur humain a un rôle déterminant aussi bien dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui que dans la façon dont on peut rediriger les choses, impliquer des transitions. Et pourtant, ou par contre, on se rend compte qu'on n'en parle pas tant que ça et que on n'est pas tant que ça en train d'outiller l'humain pour rediriger son facteur, quoi, si on peut dire les choses comme ça. On est énormément en train d'outiller, je sais pas, l'énergie, la consommation, la mode, la technologie, etc., pour qu'elle soit plus durable, positive. On outille les marques, on est chez Pixelis, donc on outille les marques pour qu'elles œuvrent pour le bien commun, mais on n'outille pas tant que ça l'humain pour qu'il puisse redevenir maître de en tout cas en partie maître de son propre facteur, pour avoir un impact plus positif et pour évoluer vers des choses qui sont plus positives. Donc c'est ça le sujet du facteur humain. C'est un sujet qui est complexe, qui a plusieurs dimensions. Il y a des dimensions autour de la santé, déjà autour du fait de prendre soin de soi et de se soigner autrement, et donc aussi, je reviens sur les molécules, de ne pas compter que sur les molécules pour se soigner, mais aussi savoir compter sur soi, sur ses propres capacités pour se soigner. Il y a un sujet autour de l'apprentissage, il y a un sujet autour du travail, de la collaboration, il y a un sujet autour de la création de valeur, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça le facteur humain. Donc, on reviendra sur la programmation. Donc, Alexandre Bossier donc, de Humans Matter. Stéphane, pour le GIECO, tu veux nous dire un mot sur le facteur humain, son importance dans les transitions? Oui, avec plaisir. Tu veux que je fasse le speech tout de suite? Tu veux qu'on fasse en décalé? Tu me donnes 10 minutes, 5 minutes? Comment tu veux qu'on fasse là tout de suite? 5 minutes. Ouais, ok, très bien. Moi, j'ai commencé à travailler sur le changement climatique de manière sociologique en 2003 et j'étais seul, mais vraiment seul. Et quand je parlais de ce que je voulais faire en termes de la sociologie du climat, mes collègues en sciences sociales me regardaient comme si je faisais un truc extraterrestre, ne comprenaient pas. J'ai déposé un dossier au CNRS en 2010, et ils m'ont demandé si, en fait, je ne construisais pas toute ma carrière sur une mode, c'est-à-dire le facteur humain dans le climat. Donc, je me suis dit, on laisse tomber, je vais m'organiser seul pour faire ma carrière de chercheur. Et en fait, Jacques avait tenté de lancer le GIECO à l'époque. Il avait déjà cette idée de voir comment le facteur humain agit dans des enjeux, une crise environnementale ou technique ou transition écologique, etc. Et lui aussi recevait le même son de cloche que moi, c'est-à-dire une espèce de mur d'incompréhension. Donc, j'ai dit, bon, mais je remets plus tard mon idée. Et on s'est rencontrés donc en 2018 dans un projet que je menais. En fait, je menais le volet sociologique d'une prospective écologique à 2050. Donc, ça aussi, c'est assez nouveau. Et c'est là qu'on s'est dit, on a des atomes crochus quand même. Je reviens à cette idée de molécule. Moi, ce que j'aime bien, qui est le rapport du GIEC, même si ça s'améliore avec le 5e et 6e. Donc, le GIEC, c'est quoi? C'est le groupe d'experts sur le changement climatique. Sort depuis plus de 20 ans avec un rapport tous les 5 ans environ. C'est son 6e, ça fait presque 30 ans. Hein. Et qui nous raconte comment les molécules s'accumulent dans l'air et que dans l'atmosphère et que ça fait monter la température. Et ensuite, ils nous disent, il faut changer de mode de vie. Comme si changer de mode de vie, c'est la tasse de café qu'on prend le matin par rapport à toute la journée qu'on a à faire. Et donc,
Et donc, l'idée, c'est que c'est une simplification à outrance de la complexité, en fait, du changement climatique et, je trouve, de la crise environnementale en général, incluant la biodiversité. Et l'idée du GIECO et des travaux que l'on mène sur ces questions-là, c'est de dire, attendez, là, nous sommes la source du problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, en termes de consommation d'énergie, en termes d'impact sur la biodiversité. Ensuite, pendant qu'on est en train de faire nos actions, ben, il y a des blocages. Mais il y a aussi des solutions. Il y a des manières de répondre à ces blocages-là, de trouver des solutions. C'est un peu ce que je fais depuis 2003 en matière de sociologie et de politique publique. Et donc, l'idée, ça, j'ai plein d'exemples, si vous voulez en reparler, on en reparlera plus tard, mais l'idée, c'est justement de comprendre le facteur humain, à la fois la manière dont le cerveau fonctionne, donc là, on parle de neurochimie du cerveau, biologie du cerveau, mais aussi anthropologiquement, culturellement, psychologiquement, socialement, comment tout ça fonctionne. Quelle est la diversité des êtres humains qu'on a en face et comment on répond au stress, à l'angoisse, au changement, au stress. Juste pour vous dire, quand on demande aux gens de changer de mode de vie, en fait, profondément, on leur demande de changer de civilisation parce que c'est ce qu'il va falloir faire pour se régler le problème du changement climatique et de la biodiversité. Donc déjà là, c'est trop gros. Donc on dit, ben, commencez à changer de pratique quotidienne. Ben, juste changer de pratique quotidienne de mobilité ou de diminuer sa consommation de viande ou de faire attention à la consommation d'énergie au quotidien ou de changer de mode de production agricole, pour environ 80% d'entre nous humains, ça nous fout l'angoisse et le stress. Et il y a environ 15 à 20% qui disent « Ah, le défi à relever, c'est trop fun et trop cool. » Donc, le fait qu'on a un cerveau qui se ressemble en termes de fonctionnement biologique, neurochimique, notre interprétation, notre manière de vivre la demande, l'injonction, le besoin, la nécessité de changer, ben, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc, l'idée avec le GIECO, c'est d'aller voir ben, quel est le rôle des émotions, quel est le rôle des valeurs, des représentations sociales, mais aussi, on vit dans un système. Bon, mais quel est le rôle justement de l'offre d'une production, l'encadrement urbain, l'offre de mobilité, etc. Comment ça vient jouer avec tout ce qui se passe entre nos deux oreilles? Et comment ensuite on peut trouver des solutions au blocage et aux obstacles au changement? Très bien. Merci. Je jump in dans la réunion. Vous m'entendez bien tous? Oui. Parfait. Bon, bah, du coup, j'en profite rapidement pour me présenter. Je suis Aurélia et je vais être la maître de cérémonie pour le temps qui nous reste, la demi-heure. Je travaille chez Pixelis, qui est l'endroit où toute la petite troupe est réunie là-bas. On est une agence de branding, on est passionné par les problématiques de changement et on est persuadé que ce facteur humain, c'est celui qui a les super pouvoirs pour nous faire basculer. Donc, très heureux de participer à ce groupe-là. Et du coup, maintenant que ce sujet a globalement été introduit, peut-être que Jérémy, tu vas pouvoir nous dire pourquoi il nous a semblé important de créer un momentum avec ces universités d'été à la fin août. Comme ça a été dit par Alexandre de Humans Matter et Stéphane du GIECO, le facteur humain semble être déterminant dans les transitions qu'on va vivre. Et on s'intéresse à la technologie, on s'intéresse au digital, on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse à plein de sujets, mais la capacité de l'humain à transformer le monde pour le meilleur et, entre guillemets aussi, entre parenthèses, pour le pire, c'est un sujet qui est peu abordé. Et c'est intéressant d'aller voir du côté des sciences cognitives et du design cognitif pour trouver justement un terrain fertile à la réflexion et à l'action. Et donc, on a réussi à se réunir entre personnes passionnées par le sujet et qui partagent aussi cette envie de changement positif pour le monde. Et cette université d'été, ça sera pendant 5 jours à partir du 30 août, un moment pour s'inspirer autour de tables rondes. Ça sera un moment aussi de passage à l'action sur des projets lors des ateliers et un moment de partage énergisant pour l'année qui s'ouvre à nous, afin que, je l'espère, collectivement, nous ayons un impact positif sur le monde.
C'est important de se réunir, c'est important de se réunir autour du facteur humain, c'est important de se réunir autour de l'accélération des transitions. Voilà, chez Humans Matter, j'anime les communautés. Je serais ravi que nous formions tous ensemble une communauté engagée. Ça sera donc ces 5 jours le moment de se voir et de se projeter dans l'avenir. Merci Jérémy. Et peut-être juste par rapport au public attendu, cette communauté, qui est-elle? De qui est-elle composée? Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est d'être un lieu de rencontre entre des scientifiques, des chercheurs, des geeks en techno, des designers et des personnes qui œuvrent sur le terrain dans plusieurs domaines qui sont au quotidien en train d'essayer d'améliorer la vie des gens. Et la programmation est particulièrement éclectique. On va parler de santé, on va parler de business model, on va parler de métacompétences à la fois dans l'éducation et dans le travail. On va, pour Nous sommes vivants, parler de redirection écologique. Et j'en oublie, il y a aussi le grand défi avec un mouvement engagé avec les entreprises. Le GIECO, bien sûr, avec ses dossiers de recherche. On a essayé d'aborder un maximum de domaines et de réunir les personnes qui ont envie, qui ont les compétences, qui ont les manettes. On souhaite avoir, bien sûr, un impact dans les organisations au sens large. Voilà. Merci. Justement, et tu as commencé à faire cette passerelle, je pense que ça va être intéressant de dévoiler un peu précisément le programme pour voir la richesse et la diversité du sujet et aussi démontrer en fait en quoi il concerne tout le monde et tous les secteurs. Je voulais simplement vous dire que courant juillet, on va publier, loin d'être un rapport, mais un préambule un peu de ce sujet. Qui est un design paper qu'on diffusera au plus large pour déjà poser un peu le cadre de la réflexion et les signaux faibles qui sont associés. Mais si on plonge un peu plus précisément dans le programme pour atterrir concrètement sur les sujets qui vont être abordés sur cette première matinée du lundi 30 août qui se tiendra chez Pixelis, c'est le GIECO qui aura l'honneur d'ouvrir ses universités. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus précisément quels vont être les sujets que vous aborderez sur ces premières heures? Oui, ben, l'idée, en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire un peu l'idée de notre premier gros rapport qu'on met en route maintenant. Et l'idée, c'est vraiment d'aborder de manière le plus transversale possible à 2 voix avec Jacques l'idée de qu'est-ce que ça veut dire le facteur humain d'abord. Et ensuite, quels sont les facteurs qui jouent un rôle dans le facteur humain, dans nos actions ou notre inaction, notre déni, nos refus, nos envies, nos désirs, nos attentes, la peur de l'avenir et tout, mais on va les puiser dans différents secteurs. Jacques est beaucoup plus sensible que moi aux questions, par exemple, des accidents industriels. Il a quelques belles petites anecdotes là-dessus qui en disent très long sur le facteur humain. Moi, je suis beaucoup plus porté sur les questions liées à l'environnement, au changement climatique notamment, mais de manière mobilité, rénovation énergétique du bâtiment. La question de l'alimentation est super importante aussi. Et donc, un autre des enjeux qu'on va aborder, c'est de vous expliquer très rapidement, on ne passera pas des heures là-dessus, mais c'est intéressant de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sciences du comportement ont investi certains secteurs beaucoup mieux que d'autres. Donc, il y a des choses qu'on est capable de beaucoup dire. On est capable de vous faire un très bon bilan sur certains secteurs. Je pense à la mobilité. Franchement, il n'y a plus grand-chose à faire en termes de science pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens et pourquoi ils bougent de la manière qu'ils bougent. En revanche, sur les questions de ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, donc de tout le circuit alimentaire, là, on en sait un peu moins. Mais on sait ce qu'on peut poser comme question, comment aborder ces questions-là sans commencer à savoir. Donc, on va faire un petit topo de tout ça, parce que ce qui nous intéresserait à nous en fait, savoir aussi, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens qui viennent à l'université pour dire, ah, là, on peut peut-être fournir des éléments de réponse, où on va dire, non, ça, on sait, et ça, non, là, vous avez raison, c'est pas non plus. Très bien. Ouais, donc, ça se fait d'avoir ces éléments d'échange avec l'audience, en fait. Super. Un tour d'horizon un peu pédagogique sur toutes les facettes des facteurs humains, mais de manière appliquée. Et ça va être important pour passer de la théorie un peu
au quotidien, quoi, pour qu'on puisse s'en emparer au moins. Oui. Merci. Mais je prends la parole du coup côté Pixelis. On clôturera cette matinée en guise de transition aussi sur l'après-midi en faisant un focus, un retour d'expérience sur les projets qu'on a pu déployer avec des marques qui souhaitaient mobiliser leurs collaborateurs dans cette transition. On sait que c'est quand même les premiers alliés des entreprises quand on parle de changement et donc on a appliqué une approche anthropologique sur ces sujets d'empowerment, de change management et on vous fera un retour d'expérience. Là, on sera vraiment sur ce qui marche, ce qui fonctionne pas, les écueils, des facteurs clés de succès. Ce sera assez court, mais on voulait que ce soit une capsule assez concrète. Et ça nous permettra d'enchaîner assez naturellement, j'espère, avec Humans Matter sur un sujet encore plus large, mais associé au travail. Oui, tout à fait. Donc, lors de la première après-midi, on abordera un sujet qui peut être un peu lourd, mais qu'on va essayer d'aborder de façon très positive aussi, qui est le sujet de la santé mentale, et notamment de la santé mentale et du travail. C'est-à-dire que si on dit qu'effectivement, il y a un enjeu pour l'humain et de reprise en main du facteur humain et de maîtrise de ses comportements, de ses cognitions, etc. Il y a nécessairement un enjeu de soins de la santé mentale. Voilà, certains spécialistes du domaine nous disent que l'après-Covid sera psychiatrique. Donc, on sait qu'on a un énorme enjeu devant nous par rapport à ça. Et nous, on est convaincus que le travail, que l'implication, que ce soit en entreprise ou sur des projets en tant que freelance indépendant, etc., peut être un facteur important vis-à-vis de la santé mentale. Donc, on a lancé, nous, un grand projet chez Humans Matter sur la santé mentale et le travail avec une enquête qu'on a réalisée sur les 2 derniers mois, donc dont on pourra présenter un certain nombre de résultats. Et aussi, surtout, commencer à engager les participants de l'université d'été dans un travail de design cognitif pour poser des solutions vis-à-vis de la santé mentale et du travail. Donc, on commencera direct dans le cœur du sujet. C'est comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa propre cognition, en fait, de son propre psychisme, pour être en capacité d'agir positivement sur son environnement. Merci Alexandre. C'est vrai que ça commence par là. Et c'est super qu'on soit en mode aussi solution. Ce sera un moment, je pense, assez intéressant en mode après-Covid. On enchaînera sur le mardi 31 août avec le joli collectif Nous sommes vivants. Jérémy ou quelqu'un de la team pour nous parler de ce qui va se passer la matinée pour commencer. Donc, le collectif Nous sommes vivants, c'est une association qui réunit, on va dire, les métiers de l'innovation, ceux de la transformation et ceux de l'impact ou de la RSE. Notre journée a comme thématique régénérer les entreprises parce que nous sommes engagés dans la régénération. Et je passe la main à Rudy pour la matinée et l'après-midi et Sylvie qui sont donc membres de l'association et qui œuvrent à cette programmation. Voilà. Donc, Sylvie et moi, on a concocté un programme pour à la fois inspirer les participants, mais également une mise en pratique. Donc, on a 2 thématiques. La première, c'est autour de l'innovation, tout simplement, la redirection écologique, la transformation, comment elle peut irriguer l'innovation. Et pour ça, on aura Origins qui va venir nous éclairer sur la redirection écologique versus la transition écologique. Voir comment on peut faire du business différemment, bien entendu, et questionner la manière dont on innove aujourd'hui. Avec des intervenants à la fois chercheurs et praticiens, parce que c'est vraiment la thématique qu'il y a autour de cette journée, c'est on passe des idées à une mise en pratique avec des ateliers, avec des idées, avec une table ronde et des exemples concrets, puis ensuite une mise en pratique avec des ateliers. Donc, on a Origine sur la première partie, dans la matinée, sur la redirection écologique, qui sera suivie du coup, la table ronde inspirante sera suivie d'une fresque autour de la redirection écologique, menée durant un atelier. Ensuite, on fera une légère transition avec Alexandre Demine qui viendra en fait nous aider à transcender, à changer nos croyances. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la thématique de Nous sommes vivants, c'est-à-dire comment on pense différemment, comment on change nos modèles mentaux.
Et pour ça, il va nous éclairer sur les rôles que nous devrions tenir et les fonctions que nous devrions avoir dans cette phase de redirection écologique. Voilà. Et ensuite, dans l'après-midi, pour finir, on sera vraiment dans le pratico-pratique avec à la fois une table ronde pour nous éclairer sur la manière de modifier les organisations, les modes de gouvernance, les modes de management pour accompagner cette redirection écologique. Et bien entendu, des ateliers pratiques autour de projets, autour de projets de Nous sommes vivants. Donc, on est vraiment sur de l'inspiration, des exemples et de la mise en pratique durant cette journée. Super, je pense qu'on a vraiment besoin de ces deux rythmes-là, à la fois théorique et appliqué, pour pouvoir s'emparer du sujet et repartir de là avec les bons outils. Merci. Merci. On est prêt? Ouais. Quelque chose à rajouter? Non, je disais merci parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail de préparer la programmation et c'est vrai qu'on est des fois à distance, etc. C'est pas toujours simple. Merci. Et du coup, on enchaînera sur ce mercredi 1er septembre avec de nouveau les équipes de Humans Matter sur un autre sujet aussi assez vital pour la société. Oui, donc on sera toujours sur une thématique liée à la santé, mais plus large, avec donc un thème qu'on a appelé la data qui soigne autour des thérapies digitales. Donc en fait, on croit, nous, beaucoup, enfin on croit, et puis en plus on est très actif sur ces sujets, sur le fait d'utiliser les interfaces numériques et les interactions homme-machine, pour faire plaisir à Franck, pour des vertus thérapeutiques, pour du soin et des vertus thérapeutiques. Et on a envie effectivement de démystifier d'une certaine façon notre rapport à la data, notre rapport à la donnée, en disant en fait si on est engagé dans une démarche donc de design cognitif, c'est-à-dire de création d'interfaces qui permettent de redévelopper des capacités cognitives, mais en fait la donnée peut avoir des vertus thérapeutiques. Et donc on sera là plutôt dans une forme de pitch de start-up et de projets innovants. Sous la houlette, c'est à confirmer, mais sous la houlette de Dominique Pont, qui est en charge de la transformation numérique de l'ensemble du système de soins à la sécurité sociale, en fait, ainsi que aussi à confirmer, ainsi qu'avec la participation d'Alexis Genin, qui est en charge de toutes les startups et projets innovants de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est un de nos partenaires sur un certain nombre de projets d'innovation. Donc, on sera vraiment là aussi dans des présentations de solutions innovantes sur la façon dont on peut, en utilisant les moyens modernes, donc la technologie, la data, etc., venir redévelopper ce facteur humain à des fins positives. Voilà. Super, merci. À l'heure des raisons d'être des entreprises et de ce sujet santé qui devient central pour toutes les industries, et je pense que ça devrait intéresser pas mal de personnes, et c'est super qu'on soit aussi en mode pitch de start-up, où on voit vraiment que là, les solutions et presque les offres existent déjà, quoi. L'après-midi, et donc j'ai oublié de dire, mais le mercredi, on sera dans les locaux du Humans Matter. L'après-midi, il y aura l'équipe de 28 degrés Design qui viendra sûrement nous parler de nouvelles valeurs. Est-ce qu'ils sont parmi nous ce matin? Je crois pas. Non, Yann n'est pas là, mais donc Yann a fondé 28 degrés Design et il va organiser une table ronde et des ateliers autour d'une nouvelle approche de la valeur dans le sens du bien commun. Si je peux à peu près… Oui, en fait, ce sera une approche vraiment d'innovation sur les business models pour être dans des systèmes de création de valeur qui sont aussi bien inclusifs, humanistes, esthétiques, dans le but de réorienter la création de valeur vers des choses qui participent au bien commun. Donc, pas uniquement l'initiation de projets, mais vraiment le fait de repenser entièrement des systèmes de création de valeur à l'échelle d'entreprises, mais aussi de leur écosystème, pour que ça participe, pour qu'ils participent davantage au bien commun et aux transitions qui sont nécessaires. Exactement. Et du coup, là encore aussi, une fois, on voit bien le rôle de l'humain
qui est à considérer au cœur de cette création de valeur et bénéficiaire aussi de cette nouvelle valeur. Ça s'annonce passionnant. Sur le jeudi 2 septembre, avant-dernier jour de nos universités, on se retrouvera à la Maison de la Conversation avec le Lab RH qui est là pour en parler. Ouais, bonjour, Maurice Sirbet. Donc, je suis le cofondateur du Lab RH avec Jérémy Nabry et je suis également l'associé de Marie-Pierre au sein de Collectif Z pour The Game. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant même de rentrer sur la question des startups et ce qu'ils peuvent proposer, qu'il y aurait en fait une introduction, on a dit une sorte de conférence pour lancer la matinée. Donc, pour ça, en fait, ce que nous avons imaginé, c'est partir d'un angle très large. Parce qu'au fond, c'est difficile de comprendre aujourd'hui les enjeux de la transformation RH sans comprendre les transformations de la société, les transformations du travail. Donc, expliquer en fait qu'on est dans un moment de transition civilisationnelle. Donc ça, c'est sur le côté très large, avec la troisième révolution anthropologique, et ensuite que ça se décline à travers une transformation de la nature même du travail. Donc ça, c'est la quatrième révolution industrielle. Et que les droits de transmission continuent, parce que finalement, ça amène à un bouleversement radical des modèles de compétences dont a besoin l'entreprise. Donc là, on va introduire la question des soft skills, les compétences du 21e siècle, ce qu'elles sont, comment on les évalue, comment on les développe. Et évidemment, cette nécessité devenue impérative aujourd'hui, de revoir toute la chaîne de valeur RH, c'est-à-dire comment attirer les talents, comment les onboarder, comment manager, comment former sur la base d'un nouveau paradigme. Et c'est aussi assez beau, je trouve, parce que finalement, à travers cette question des soft skills, on arrive exactement à ce que disait Gandhi, c'est-à-dire soit le changement que tu vas apporter au monde. Ça devient impossible de dissocier finalement ma transformation personnelle de la transformation que je vais apporter au monde. Ça devient impossible finalement de prétendre réparer le monde si je ne me suis pas déjà réparé moi-même. Donc en fait, c'est assez fascinant parce que finalement, à travers les soft skills, on va quasiment jusqu'au niveau identitaire. C'est aussi comment je travaille sur mes besoins, mes peurs. Donc ça ouvre un angle très large. Et du coup, la participation des startups, on les voyait quand même beaucoup autour de, évidemment, celles qui traitent ces questions-là. On n'est pas forcément limité à un angle précis qui est celui des soft skills. Il y aura des startups qui parlent de recrutement, il y aura des startups qui parlent d'onboarding, il y aura des startups qui parlent de management. Tout ça, c'est OK, en fait, mais on veut par contre que ça soit un degré de profondeur qui est un peu celui que j'ai souligné dans cette introduction. C'est qu'on ne veut pas que ça reste en superficie, pour vraiment des startups qui sont en rupture de modèle, quoi. Donc, ils vont vraiment vers un nouveau modèle même anthropologique, j'ose le mot. Voilà. Merci. Chaque thème est tout aussi pointu que le précédent. Ça va être passionnant, je pense, vraiment, pour essayer de dessiner et de provoquer l'avenir, en fait. Et l'après-midi, on aura un troisième et dernier thème abordé par Humans Matter sur un sujet qui lui aussi est fondamental. Alexandre, tu veux nous le présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Ça sera en pleine lignée, dans la droite lignée et continuité de ce que vient de présenter Boris sur toutes ces nouvelles compétences à développer, à incarner, etc. Et donc, donc là, on sera sur une après-midi très participative et expérientielle, comme on dit, puisque ce sera l'occasion de faire 2 ou 3 Learn Tank. Voilà, c'est un format qu'on a posé chez Humans Matter, qui sont vraiment donc des sessions d'apprentissage autour de ces nouvelles compétences, donc on appelle compétences du 21e siècle, soft skills. Nous, on a tendance à les appeler des métacompétences, c'est-à-dire les compétences qui permettent le développement des compétences. Voilà, on en est à ce niveau d'enjeu-là, en fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'acquérir des compétences, il est nécessaire de réapprendre à développer des compétences. Et donc, on appelle ça des métacompétences. Et donc, on a créé ce format de Learn Tank, qui sont donc 2 à 3 heures d'ateliers très expérientiels pour se donner la chance de découvrir comment développer ces métacompétences. Et je peux citer un des Learn Tank qui sera fait en collaboration avec une association qui s'appelle Art for Science, qui utilise notamment l'art et le rapport à l'art pour redévelopper ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité vraiment à apprendre et à acquérir des compétences. Génial.
Merci beaucoup. On va apprendre en live en plus. On va s'améliorer en live, ça va être super. On va juste avoir l'embarras du choix en fait, puisqu'on finira en beauté sur la dernière journée avec les amis de Changer d'air. Qui peut nous parler de ce qui va se passer du côté de Changer d'air? Alors, je suis désolé, ça va être encore moi qui vais parler. Oui, Changer d'air. Alors, encore une fois, c'est en train de se caler. Mais on serait sur une table ronde pour lancer une étude, en fait, une espèce d'étude d'opinion nouvelle génération sur la façon dont les personnes, dont les collectifs, enfin, dont les individus et les collectifs perçoivent les grands enjeux de transition sociétale qui sont devant nous. Donc, c'est un petit peu en lien avec ce que Stéphane disait sur la première journée du GIECO, hein, où voilà, Stéphane disait on a envie d'entendre ce que les gens ont envie que l'on creuse en termes pour les rapports du GIECO. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on fait le constat qu'il y a beaucoup de consultations qui sont lancées pour faire émerger des projets et essayer d'engager des communautés dans des projets. On pense, enfin en tout cas, ça sera probablement porté par Opinion Act, qui est représenté par Caroline Fayet. On pense qu'il y a un enjeu complémentaire aussi de savoir finalement ce que les gens pensent et pas uniquement d'être dans une fuite en avant vers des propositions permanentes de nouvelles choses à faire, mais vraiment de recueillir ce que les gens ont en tête par rapport à ces enjeux de transition. Et le thème de la table ronde sera comprendre le présent et déjà de la prospective, donc animé par Véronique avec Mathieu Baudouin de l'Institut du Futur Souhaitable et Roger Sou. Donc un sujet passionnant, une belle table ronde suivie d'un brunch remue-ménage. Très bien. Est-ce que les amis de Convention 21 sont ici pour nous parler un peu de ce qu'ils vont nous proposer? Jérôme et Virginie s'excusent, ils avaient une contrainte. Toutefois, donc Convention 21, tout le monde connaît. Et là, ils ont lancé le grand défi. Ils vont organiser une table ronde suivie d'ateliers sur comment les entreprises peuvent s'apparer des enjeux de transition. Et ça aura lieu donc chez Engage City pour cette dernière journée, à la fois la matinée et l'après-midi, sera chez Engage City. Tout à fait. Du coup, en lien direct avec le petit module, le joli module qui va suivre, qui est sur les 21 jours pour changer. Ouais. Boris Ouais. Alors, les 21 jours pour changer, ça, enfin bon, je sais pas, c'est tout le monde peut intervenir là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas strictement que nous, mais bon, on va un petit peu vous raconter, nous, ce qu'on fait plus là avec SBT, Anthropovis et The Game. Donc, j'ai un petit mot de The Game. En fait, The Game, c'est justement une approche possible pour évaluer et développer ces fameuses soft skills, métacompétences, compétences du XXIe siècle, à travers un catalogue, en fait, de challenges à relever tout seul ou en équipe. Et donc, c'est une forme on appelle ça un parcours initiatique parce que ces challenges visent à sortir de plus en plus de la zone de confort grâce à l'impulsion et au cadre de sécurité donné par le jeu et par l'équipe à laquelle on participe. Et ça permet de se rapprocher, en fait, d'un héros inspirant. Voilà. Donc, catalogue de héros. Donc, on prend un modèle, en fait, qui va nous donner envie de nous dépasser. Et en fait, 21 jours, ça, peut-être tu peux en parler rapidement, Alexandre, hein, mais aujourd'hui, on désespère un petit peu du changement en se disant, finalement, ça fait des décennies là, que le Club de Rome, qu'on nous dit qu'on est en train d'aller droit vers un gouffre, et ça fait 50 ans que l'humanité ne fait pas grand-chose pour changer. Et en fait, en même temps, on se rend compte que quand il y a des crises, en réalité, sur des temps très très courts, hein, on peut prendre l'exemple d'ailleurs du Covid, c'est très frappant, parce qu'on s'est dit, en fait, le self-management, le travail à distance, il nous faudra encore 20 ans pour arriver à 50% en Europe. Puis en fait, en l'espace d'un mois, tout le monde l'a fait. Ouais, dans certains cas particuliers, soit parce qu'il y a une menace, soit une opportunité, l'être humain peut complètement changer de comportement. Donc on s'est dit comment on peut quelque part accompagner, cadrer, accélérer encore finalement par des logiques d'innovation pédagogique en 21 jours, puisque c'est
le fameux délai-là, Ouais. pour qu'une habitude change sur les neurosciences, c'est transformation autour de projets. Peut-être tu veux... Oui, alors, en fait, 21 jours, on est parti un certain nombre d'études plutôt dans des approches, je dirais, assez classiques du changement de comportement, c'est-à-dire motivation, motivation personnelle récompense et par la répétition. Donc, par exemple, quand vous souhaitez arrêter de fumer, hein, vous allez vous dire, ah tiens, ça ferait du bien que j'arrête de fumer parce que, je sais pas, je vais éviter d'avoir un cancer. Et puis, quand je me rends compte que au bout de 2 jours, j'ai arrêté de fumer, je me donne une récompense. Ah, c'est bien, machin. Ça. Bon, dans ces approches-là, il a été montré qu'il faut au minimum 21 jours pour réussir à avoir un changement d'habitude durable. Au minimum 21 jours, mais ça peut aller jusqu'à 600 jours, je crois que l'étude montrait. Enfin, la dispersion était assez énorme là-dedans. Et en fait, nous, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se donner le défi qui faille maximum 21 jours? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas réussir à finalement ancrer au sein d'un groupe de nouvelles habitudes en maximum 21 jours? Et donc voilà, donc c'est un défi qu'on a voulu se donner parce qu'il nous paraît utile et parce que aussi on pense qu'il y a des choses justement venant du croisement des disciplines, des sciences du comportement et des sciences cognitives qui peuvent nous donner des pistes pour ça, notamment des choses autour de l'attention, autour des conflits socio-cognitifs, autour de l'auto-efficacité, etc., etc. Donc, c'est une vraie démarche de recherche-action, mais très appliquée sur des enjeux ou des projets qui vont pouvoir avoir émergé de ces universités d'été. Oui, l'université d'été va fonctionner, comme dit Marie-Pierre, comme un tremplin de projets. Hein, vous voyez qu'on travaille déjà entre nos organisations sur des projets. Didier et Franck chez Humansmatter n'ont pas eu beaucoup le temps de parole, mais on travaille avec un écosystème de partenaires et au quotidien. Et là, on va autour dans ce moment d'université d'été, on va se réunir autour de projets que nous portons ou qu'on nous apporte. Et ensuite, 21 jours, cet après-midi sera le moment de réunir les équipes, de se mettre en ordre de marche grâce à Z-Game packagé dans le défi 21 jours. Vous en dites un mot ? Allez, dis-nous un petit mot, Marie. Alors, en fait, donc nous, on a cofondé The Game avec Boris. On a aussi cofondé France Apprenante. France Apprenante, c'est comment accélérer l'innovation dans la formation, parce qu'on est persuadé que le changement va passer par l'innovation, par la formation, et que finalement, se former, c'est se transformer et vice-versa. Et donc, c'est pour ça que nous, on a investi sur des outils de formation, mais comme plus personne n'a envie de se former, on a fait quelque chose de plutôt sympa, rigolo, qui ressemble à un appel à l'aventure dans lequel vous allez devenir le propre héros de votre vie et transformer le monde. Donc ça, c'est The Game. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, de l'université d'été, il va y avoir au niveau des ateliers des projets qui vont émerger. Et donc, l'après-midi, pour nous, c'est le grand rendez-vous des projets. C'est-à-dire que l'université d'été devient une rampe de lancement pour agir. Ce n'est pas, on s'est inspiré, on a discuté, on s'est imprégné. Et l'idée, c'est que maintenant, on se saisisse de choses qui font sens pour nous et qu'on parte en mode projet. Alors, ce qu'on vous propose, c'est une foire au projet. Donc, elle va être avec tous les projets qui ont émergé et elle va rassembler les personnes qui ont envie de s'investir sur les projets, les autres non. L'idée, c'est qu'il y aura une forme de forum ouvert où les gens pitcheront leurs projets. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va animer ça de manière à ce qu'à un moment donné, ils atterrissent en équipe de 8 à 10. Et là, on va leur proposer de s'outiller, c'est-à-dire de rentrer dans The Game et on va faciliter les équipes projets. Alors, qu'est-ce que ça apporte The Game ? Ça développe les soft skills en ayant de l'impact parce que c'est de la transform-action, c'est-à-dire que vous vous transformez, vous agissez et vous vous formez en même temps. Donc, le win pour les participants par rapport à un projet classique, c'est qu'on va apporter The Game et qu'ils vont pouvoir s'améliorer sur leurs soft skills. Donc, c'est quoi ? C'est la communication, la collaboration, la pensée critique, l'alignement corps-esprit et la créativité. Et l'idée, c'est qu'avec cette méthode-là,
en fait, avec cet accompagnement-là, les obstacles vont être pris comme des opportunités de grandir. Et l'idée, c'est qu'on va amener progressivement les participants d'un fixed mindset, comme on dit, à un growth mindset, c'est-à-dire à ne plus avoir peur de l'incertitude et en faire quelque chose qui va les grandir. Donc ça, c'est ce que The Game apporte individuellement, et ça s'intègre évidemment dans 21 jours. Et ce que ça apporte collectivement, c'est qu'en fait, on va être à même d'accélérer les projets, et on va proposer en fait aux personnes qui seront là l'après-midi de faire une après-midi d'engagement. On va créer une alliance entre les participants. On va leur faire rêver leur succès et on va les outiller pour l'aventure avec un rendez-vous 6 mois après, parce que c'est bien d'avoir des petits rendez-vous où ils vont venir en apéro nous présenter le résultat en fait de leur projet et nous pitcher leur succès. Peut-être juste rajouter, donc du coup, pourquoi 6 mois après donc vous avez compris que ça ne s'arrête pas à 21 jours en réalité. Les 21 jours, c'est l'accélération initiale. On va vraiment s'appuyer sur ces travaux sur le changement. Et puis, après les 21 jours, en fait, les équipes ont tout à fait la possibilité de continuer. C'est-à-dire, les 21 jours, ça va être surtout les challenges individuels, quoi, avec un petit soutien effectivement collectif. Et après, on peut passer et accélérer sur un mode, en fait, équipe. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pas forcément arrêter le parcours. C'est-à-dire que finalement, en fait, chacun peut s'embarquer là-dedans et on peut même imaginer, en fait, que si on refait un événement dans un an, les gens viendront expliquer en fait ce que ça a fait grandir, les germes en fait qui vont pousser là pendant ces quelques jours, vont peut-être devenir une magnifique forêt déjà. The Game, c'est des réunions de 2 heures tous les 15 jours. Donc c'est typiquement un rythme projet pour des personnes qui sont en activité par ailleurs. Donc c'est un rythme projet pour des bénévoles. 2 choses qui sont vraiment super avec The Game, c'est vraiment ce sanctuaire, cet espace de confiance. Et c'est vrai qu'on on travaille sur un projet avec des gens qu'on ne côtoie pas, ou voire même qu'on côtoie, c'est important d'avoir cet espace de confiance. Et l'autre élément, c'est l'aspect ludique. Hein. C'est vrai qu'on peut changer le monde en s'amusant aussi. Donc voilà. Je vais juste aussi dire qu'il y a un autre, on aime bien expérimenter et Anthropologise chez nous, chez Humans Matter, ça fait un petit moment qu'il a expérimenté. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, tous les participants seront amenés à utiliser notre application Anthropologise qui permettra à chacun de partager ce qui a retenu son attention lors des tables rondes des ateliers. Et ça va créer une visualisation graphique des liens autour de sujets d'attention communs. Et ça leur permettra de se réunir sur des projets, sur de la réflexion, d'aller déjeuner ensemble. Et en parlant de déjeuner, donc il y aura 3 apéros. Voilà. Justine, je dois vous quitter malheureusement. J'ai une réunion avec l'ADEME budgétaire. Je préférerais rester avec vous, carrément. Mais au plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, les tickets seront à la fois présentiels et distanciels à 50 €. Voilà. Et donc, il y aura la dernière journée chez Engage City pour changer d'air et le tremplin de projet, ça sera gratuit. Et les apéros seront gratuits aussi. Et donc, on sera très content si de belles rencontres se font, si des coalitions se forment autour de projets, et si on arrive à voir ce que j'appelle un impact collectif. Très bien. Génial. Je pense que maintenant, le but, c'est vraiment de faire connaître au maximum tous ces thèmes abordés avec nos réseaux respectifs, auprès des médias aussi qui se montreront intéressés. Je pense qu'il y a vraiment pour tous les profils de participants, tous les niveaux de maturité sur ce sujet, de quoi se nourrir sur ces 5 journées ou au moins une. Et donc, à nous tous de jouer là sur les 2 mois qui arrivent pour mobiliser nos communautés pour que un maximum de personnes puissent vivre en fait ces contenus et ces expériences sur lesquelles on travaille tous en parallèle. Et on peut aussi se souhaiter un bon été pour ceux qui vont prendre des vacances. En tout cas, merci Aurélia, Gieko, merci à tout le monde, merci aussi à Franck, Didier, Samuel, donc de Citron Plume, l'agence de RP. Fleur, merci d'être là avec nous pour en particulier ADN de Shift. On va faire des interviews avec Uzbek Erika. Tu veux dire un petit mot, Fleur? Déjà, merci pour cette présentation.
Oui, bah, c'est super. Franchement, super programme. Et je pense que reparlons-en, Jérémy, Alexandre, enfin, qui vous voulez. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire parce que à la fois des thématiques, des sujets qui résonnent vachement avec les sujets de l'ADN et encore plus avec le collectif de l'ADN qui est l'ADN Shift. Il y a d'ailleurs bah, voilà, déjà des personnes en commun entre tous ces écosystèmes, etc. Donc, je suis contente d'avoir assisté à ça et je pense qu'on peut se reparler pour bah, nouer encore plus de liens autour de tout ça. C'est ça l'idée. Nous, on va faire quelques interviews pour Uzbek et Erika et on vous invite, chers amis co-organisateurs, à contacter vos partenaires médias afin de faire connaître cette initiative. Hein. L'entre-soi, c'est fantastique. L'entre-nous, c'est mieux. Bonne journée à tout le monde. C'est le mot de la conclusion, parfait. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, putain. Ah, tu peux couper l'enregistrement. Merci, Franck.